Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. En fait, j'ai souvent fait des films portraits et j'aime beaucoup essayer de m'approcher au plus près de la vie d'hommes et de femmes qui ont eu un parcours singulier. Ça a été le cas dans Les Invisibles, ça a été le cas avec Les Vies de Thérèse ou Bambi. Et j'avais envie, là encore, d'essayer de raconter un parcours de vie, mais cette fois sur une durée plus courte, sur 5 ans, et à un autre âge, qui est celui de l'adolescence, parce que je trouve que c'est un moment de la vie qui est passionnant, où on demande beaucoup aux ados, on leur demande de se déterminer, on leur pose beaucoup de questions, il y a presque une sorte d'injonction à devoir se définir, choisir un futur, savoir quel est son ou ses talents, qu'est-ce qu'on veut devenir. Et la plupart du temps, ils sont comme incapables en fait, de répondre à ces questions. Et pourtant, tout autour d'eux est en attente, que ce soit les parents, l'école, la famille au sens large, et même eux-mêmes en fait. Et ils sont comme indéterminés, fébriles, et en même temps en pleine construction. Et voilà, pour toutes ces raisons, je trouvais que c'était passionnant de pouvoir s'approcher comme ça de ce moment de la vie où tout reste à faire, tout est un peu en gestation. J'ai d'abord essayé de trouver une ville qui pouvait incarner d'une certaine manière un destin adolescent. Et j'ai trouvé que Brive-la-Gaillarde était une ville très intéressante parce que c'était une ville neutre. Je voulais pas aller par exemple dans une banlieue avec tous les problèmes sociaux qu'on imagine, parce que c'est un territoire qui a beaucoup été filmé par la télévision, et particulièrement sur l'adolescence. Et du coup, je voulais plutôt essayer d'aller sur une région et une ville plus douce, plus neutre, pour pouvoir justement m'approcher plus près encore de l'adolescent et ne pas être comme embarrassé ou gêné par tout ce contexte social qu'il pourrait y avoir en fait. Et Brive m'a semblé être une ville hyper intéressante pour ça. C'est aussi une ville où le passage du temps, le passage des saisons se sent. Les hivers sont marqués, les étés aussi. La nature est très forte à Brive, tout autour. Et puis il y a cette culture du sud-ouest à laquelle j'étais très attachée. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on a cherché des ados là-bas. Et puis Brive est aussi une ville qui accueille, c'est vraiment une ville d'ados, parce qu'elle accueille en fait tous les ados des campagnes environnantes, à peu près autour de 40 km autour. Tous les ados convergent vers Brive en fait. Donc c'est vraiment une ville d'ados, quoi. Il y a je ne sais pas combien de collèges là-bas, mais le nombre est assez important. Et du coup, ça permettait aussi de pouvoir vraiment caster des ados là-bas, quoi. Au départ, je cherchais un garçon et je cherchais un seul ado. Et puis, je me souviens, pendant la phase justement du casting, j'ai rencontré tous les proviseurs des collèges en fait, de la ville. Et chacun m'ont dit, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que vous choisissez un garçon. Vous devriez plutôt vous intéresser aux filles. Et moi, je leur ai dit, mais que, étant moi-même un garçon, que je trouvais plus naturel de filmer l'intimité et la vie d'un garçon, parce que peut-être que 2 filles seraient gênées tout d'un coup de voir un regard masculin, un regard d'homme, tout d'un coup, comme ça, s'approcher au plus près de leur intimité. Et eux, on doutait. Ils avaient le sentiment que non, peut-être pas. Et qu'en plus, ce qu'ils avaient observé de leur côté, c'était que, disons, sur les 20 dernières années, ils avaient l'impression qu'un ado, un garçon adolescent, était dans le fond assez proche de ce qu'il pouvait être il y a 20 ans. Les garçons n'avaient pas beaucoup changé.
Par contre, ils avaient le sentiment que les filles, en l'espace de 20 ans, avaient énormément changé. Comme si finalement tout ce travail du féminisme, du combat des femmes, avait fini par porter un peu ses fruits et avait donné aux adolescentes plus d'autonomie, plus d'assurance, plus de revendications, qu'elles étaient quand même nettement différentes de ce que pouvait être une adolescente il y a 20 ans. Donc du coup, ça a évidemment titillé ma curiosité et on a ouvert le casting en fait aux garçons et aux filles. Et effectivement, les proviseurs avaient raison, c'est-à-dire que c'est un âge où les filles sont souvent beaucoup plus intéressantes, plus matures, plus affirmées, et que beaucoup de garçons sont encore très très immatures à cet âge-là, mais presque encore dans l'enfance. Alors que l'adolescence, je pense, chez les filles est plus précoce. Et du coup, elles ont, je dirais, des personnalités déjà à 12-13 ans assez affirmées. Voilà, c'est un peu des généralités, hein, ce que je vous dis. Il y a toujours des exceptions. On peut rencontrer des garçons absolument fantastiques à 12 ans. Hein. Mais je dirais que le casting a confirmé vraiment tout ça. Et Emma et Anaïs, en fait, sont ressorties de ce casting avec évidence. Et ce qui a été très difficile, c'est qu'elles étaient tellement opposées, tellement différentes, l'une venant de la bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie de Brive, l'autre plutôt du prolétariat, l'une étant très discrète, assez mutique, l'autre qui parle tout le temps. Elles avaient des goûts diamétralement opposés en termes de musique, de fringues, oui, même dans leur rapport à l'autre, en fait. Donc, tous les opposés. Et c'était hyper difficile, du coup, d'en choisir l'une plutôt que l'autre. Et avec ma productrice, en fait, on était vraiment partagés, quoi. Parce que c'était quand même un engagement très fort. C'était 5 ans de tournage. Et à ce moment-là, en fait, on apprend qu'elles sont dans le même collège, dans la même classe et meilleures amies. Ce qui était vraiment improbable, parce que quand on les voit dans le film, on se demande d'une certaine manière sur quoi repose cette amitié, en fait, tellement elles sont justement différentes. Et donc on s'est dit, en fait c'est ça le film. Il faut vraiment filmer un portrait de chacune et aussi cette amitié à l'épreuve du temps. Déjà, on a été face à une masse de rush absolument colossale. On avait 500 heures de rush. Et le montage a pris 1 année entière. J'avais jamais vécu ça. C'était vraiment une sorte d'immersion, presque je dirais une sorte d'épopée. Et étrangement, le film fait 2h15. Et je le trouve très fidèle à l'impression que nous a laissé le visionnage des 500 heures de rush. C'est-à-dire que la contraction, le choix des séquences n'a rien entaché d'une certaine manière. Il a peut-être un peu simplifié, il a moins détaillé des choses, mais je dirais que l'essence de ce qu'est Emma et Anaïs est là. Ainsi que la relation, comme vous dites, complexe qu'elles ont avec leur mère, avec leur famille en général, je trouve est très fidèle. Par exemple, pour Emma, la relation assez violente qu'elle a avec sa mère n'empêche pas l'amour. Je veux dire, elles ont une relation agressive, fait vraiment d'affrontement, mais c'est leur manière qu'elles ont de s'aimer. D'être dans ce rapport d'attraction-répulsion et qui pour moi incarne beaucoup le rapport mère-fille, où la mère est un référent permanent et en même temps les filles ne cherchent évidemment qu'une seule chose, c'est à ne surtout pas ressembler à leur mère. Et elles sont prises dans ce dilemme en permanence. Chez Anaïs, c'est autre chose. Ses parents sont plus fragiles. Et Anaïs, à la fois, est une ado assez insolente, qui n'en fait un peu qu'à sa tête,
Et en même temps, on sent qu'elle a un regard d'amour et de protection vis-à-vis de ses parents qui est très fort. Et donc ça crée évidemment des rapports très 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 différents. Et le choix dans les rushs a été on a été très vigilant sur l'égalité, je dirais, en termes de présence. D'abord parce que je sais que les filles étaient très soucieuses de ça. Elles ne voulaient pas que l'une soit favorisée. Donc on a fait hyper gaffe à donner à l'une qu'à l'autre. C'est un âge où évidemment on se compare, on mesure beaucoup ce qu'on donne à l'une et à l'autre. Elles se comparent beaucoup entre elles quand même. Les ados sont sans arrêt un peu dans des relations de rivalité aussi. Et donc à la fois elles sont complices copines, mais aussi rivales par moments. Et donc il fallait que le film, voilà, je dirais, veille à l'égalité. Et puis sur ce rapport très fusionnel avec leur mère, on a fait attention, on a dosé. Je dirais même que, par exemple, pour Catherine et Emma, parfois les gens nous disent mais quel rapport de conflit permanent, mais vous avez dû avoir d'autres moments quand même plus calmes, etc. Et j'ai dit, en fait non. C'est-à-dire que je n'ai pas une scène dans les rushs du film où Emma a un rapport apaisé avec sa mère. J'en ai pas une. Et même, je me souviens au tournage, à un moment, j'ai même provoqué une scène où je leur ai dit, mais on pourrait pas essayer de faire un truc plus calme. Elles se sont dit, oui, si tu veux. Donc, elles se sont prêtées au jeu. Et ça a dégénéré au bout de 30 secondes. C'est-à-dire, c'était absolument infernal. Parce que voilà, le chasser de la nature, elle revient au galop. Et je me suis dit, voilà, ça sert à rien d'essayer dans le fond, de provoquer quelque chose qui n'est pas. Ce qui advient, c'est vraiment ce qu'elles sont. Donc on ne peut pas forcer les choses. Je sais que les spectateurs, quand ils voient le film, sont assez subjugués par l'invisibilité de la caméra, en fait. Et ça leur pose question de se dire, mais comment on peut arriver à ce point à filmer ces moments si intimes? Comment on peut avoir un tel abandon des personnes que l'on filme et des situations parfois difficiles ou drôlatiques à l'opposé, malgré la présence d'une équipe qui est là en train de les filmer. En fait, je pense qu'il n'y a pas qu'une réponse peut-être à apporter à une telle interrogation. Il y a parfois des situations dans lesquelles en fait, Emma et Anaïs étaient plongées, ou leurs parents, qui étaient si fortes, ce qui était en jeu était si fort entre eux, que le dispositif en fait, qui était autour d'elles était secondaire. Et ce qui se jouait vraiment entre eux devait se dire, devait vraiment avoir lieu, peu importe qu'il y ait une caméra ou non. Et ensuite, je pense qu'il y a des moments où les filles instrumentalisent la caméra. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on sent qu'elles piègent presque leurs parents pour leur dire des choses. Et le fait qu'il y ait la caméra leur donne un pouvoir. Et elles s'en servent, en fait. Parce qu'évidemment, je pense que pour faire un tel film, il faut avoir un désir aussi d'être un peu acteur, d'être un peu actrice. Et je pense que Emma et Anaïs, au tout début, avaient un fantasme de ça, évidemment. Mais très vite, en fait, ce qui se passait au tournage, c'est que quand on arrivait, en gros, elles étaient un petit peu, pas hystériques, mais elles en faisaient un peu des caisses, quoi, devant la caméra. Elles faisaient une sorte de show, comme ça et tout. Et moi, je disais rien. Je me disais toujours, il faut qu'elles se défoulent, qu'elles vivent leurs fantasmes, et qu'au bout d'un moment, en fait, elles allaient se fatiguer. Et finalement, le naturel allait revenir. Et c'est ce qui se passait à chaque fois, en fait. Et après, le montage, je dirais, a fait le reste, d'une certaine manière. Après, on a nettoyé, on a gardé, évidemment, les scènes qui nous semblaient au plus près de la réalité, où, justement, la caméra avait réussi à se faire oublier et à prendre les moments qui nous semblaient les plus emblématiques et les plus justes pour pouvoir les raconter, en fait. Mais il y a toujours cette part dans le documentaire de la conscience, en fait, des gens
à être filmés. Donc il y a toujours une part fictive, c'est-à-dire qu'ils vous offrent une part de fantasme qu'ils ont d'eux-mêmes et de ce qu'ils veulent bien donner à la caméra, et le réel. Et le film se construit, je dirais, sur cette frontière, en fait, et essaye de garder par le montage ce qui nous semble, nous, être le plus juste de ce qu'ils sont, être au plus près de la réalité, en fait, de leur personne. Donc c'est assez fascinant, si vous voulez, parce que c'est une drôle d'expérience, si vous voulez, à la fois de cette part fictive, qui existe toujours évidemment dans le documentaire et qui est renforcée en plus par le point de vue de la caméra, la mise en scène qu'on opère, et cette présence à la fois consciente et inconsciente d'une équipe. Il fallait aussi que le film raconte les 5 dernières années en France. Donc il y a, de façon un peu sous-jacente, souterraine, l'idée de faire un portrait de la France de ces 5 dernières années. Et donc des événements marquants qui se sont produits, que ce soit les attentats et les différents attentats, que ce soit les élections présidentielles, parce que ce sont à la fois des marqueurs temps, mais c'est aussi pour eux, ce sont pour eux les événements de leur génération. C'est quelque chose qui va, je pense, les marquer pour toujours. Comme je pense, par exemple, pour ma génération, l'élection de François Mitterrand, l'apparition du sida, a été quelque chose d'extrêmement marquant. Et d'ailleurs, je me souviens, on nous appelait, pendant mon adolescence, la bof génération. Sur ce rapport justement à l'engagement, à la politique, à la conscience même de ce que c'est que la société. On était dans un chômage endémique et finalement la vision qu'on avait du futur, elle était difficile, assez noire par rapport à la génération d'avant. Et on semblait finalement un peu sans illusion, mais comme résigné. Alors que je sens que dans cette génération-là, le futur semble encore plus difficile, encore plus angoissant d'une certaine manière, quand on voit l'état du monde, l'état de la planète, la situation politique. Et ils en sont conscients. On croit qu'ils n'ont pas conscience du monde, qu'ils n'écoutent rien, qu'ils ne s'intéressent pas à la chose politique ou sociale, mais c'est pas vrai. Ça les imprègne, ils entendent, ils ont un avis, ils ne l'expriment pas forcément. Alors j'ai eu cette chance que dans le film, ils l'expriment, et que la parole vraiment leur est donnée justement de pouvoir dire comment ils ressentaient en fait ces différents événements. Et on sent qu'il y a aussi une forme de colère parfois, de ce qui les attend, et une peur de se projeter dans le futur. Ces 2 mots, pour moi, évoquent tout. J'ai quand même fait un cinéma jusqu'à maintenant qui s'est construit à la marge. Et j'y suis très attachée. C'est presque une valeur pour moi. Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais je me suis toujours intéressée à des gens qui sont comme un peu à côté et qui, pour moi, en même temps, incarnent complètement le présent, l'époque. Sont des gens qui ont qui sont dignes d'intérêt, quoi, mais dans le sens vraiment le plus noble du terme, quoi, à qui on peut consacrer un film en fait. Souvent l'histoire est racontée par les gens illustres. Et on a le sentiment que c'est eux qui incarnent l'époque, mais pas du tout. Souvent ce sont des destins exceptionnels en fait, alors que finalement il suffit de s'approcher de monsieur ou de madame tout le monde et de voir en fait que ces témoignages, ces vies-là, nous incarnent en fait. Elles incarnent le peuple, elles incarnent tout un chacun. Et pour moi, ce sont des expériences à la fois sociales et politiques, mais aussi cinématographiques, en fait, justement de les choisir comme sujet, comme personne, pour faire un film.